Alain Chouet est officier de renseignement à la DGSE en France. Il a été diplomate en poste à Beyrouth, à Damas et à Rabat. C'est un expert, je dirais, de niveau mondial de l'islam et du terrorisme, sur lequel il a écrit et coécrit plusieurs ouvrages. Il est avec nous aujourd'hui à Genève, au salon Invest, pour nous exposer son point de vue sur le sort de l'État islamique. Monsieur Chouet, bonjour et bienvenue. Merci. Première question, comment pouvez-vous revenir sur les origines de l'État islamique? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, l'État islamique, c'est l'affiliation directe de ce qu'on a appelé Al-Qaïda en Irak, qui a été commandé par un monsieur de sinistre mémoire qui s'appelait Abu Musab al-Zarqawi, qui était lui-même un ancien d'Al-Qaïda, mais qui avait été exclu d'Al-Qaïda par Ben Laden pour cause d'aventurisme et d'extrémisme, ce qui est tout dire en ce qui le concerne, qui avait repris le commandement d'un groupe irakien qui sévissait dans le nord-est de l'Irak du temps de Saddam Hussein, un groupe qui s'appelait Ansar al-Islam, les partisans de l'islam, qui est devenu à partir de 2003 Al-Qaïda en Irak. Abu Musab al-Zarqawi a été tué dans un bombardement américain en 2009 et c'est Abu Bakr al-Baghdadi, le patron actuel de l'État islamique, qui lui a succédé en transformant ce Al-Qaïda en Irak en ce qu'il a voulu être un État islamique pour s'imposer à l'ensemble des mouvements djihadistes en Irak, puis ensuite en Syrie. Pouvez-vous nous dire un mot de ce qu'on a appelé la débassification? La débassification a été mise en œuvre par l'administration américaine de M. Bremer après 2003, c'est-à-dire qu'on a voulu supprimer, comme on l'avait fait dans l'Allemagne nazie avec la dénazification, on a voulu débarrasser l'armée irakienne et l'administration irakienne de l'ensemble de ces cadres qui avaient appartenu au parti base de Saddam Hussein. Le problème était que le parti base de Saddam Hussein n'avait rien à voir avec le parti nazi en Allemagne entre 1933 et 1945. En Irak, les gens adhéraient au parti unique de gouvernement parce que s'ils ne le faisaient pas, ils n'avaient pas de poste de fonctionnaire ou ils n'avaient pas de poste de militaire. Donc ils adhéraient, ce qui ne veut pas dire qu'ils adhéraient à l'idéologie. Quoi qu'il en soit, la débassification qui a été menée sur le même modèle que la dénazification a conduit à décapiter complètement l'armée irakienne, à licencier la quasi-totalité du corps des officiers et à licencier, sans indemnité bien sûr, plus de la moitié des cadres de l'administration qui sont allés se jeter les uns et les autres dans les bras des extrémistes sunnites qui luttaient contre la présence américaine. Washington a maintenant un programme de frappe. Est-ce que ces frappes vont être efficaces? Vont-elles réussir à venir à bout de cet État islamique? Alors, venir à bout de l'État islamique, probablement pas. L'affecter durablement, oui. Parce que l'État islamique, ce n'est pas Al-Qaïda. Ce n'est pas un mouvement terroriste stricto sensu qui utilise des non-professionnels de la violence mêlés à la population civile pour y commettre des attentats à l'étranger quand ils peuvent, où ils peuvent, comme ils peuvent, à condition que ça s'inscrive dans la stratégie de la mouvance et que ça porte sa signature. L'État islamique, c'est une véritable implantation territoriale que n'avait pas Al-Qaïda. Elle dispose d'une armée en uniforme, avec des signes de reconnaissance en tout cas, une armée avec un chef, une mission, des moyens, des implantations, des véhicules, des moyens de communication. C'est donc une armée qui est vulnérable à des frappes militaires, en particulier à des frappes aériennes, puisqu'ils n'ont pratiquement pas de moyens anti-aériens. Donc ils sont vulnérables à des frappes aériennes. Cela dit, ça ne permettra pas d'éradiquer complètement le phénomène, parce que il va se passer là ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire que confrontés à la difficulté militaire, les membres de ce qu'on appelle improprement l'État islamique vont se fondre dans la population locale, essayer de disparaître le temps que la frappe se termine et puis ressortiront après. Donc on ne viendra pas à bout, on n'éradiquera pas le phénomène s'il n'y a pas parallèlement des opérations au sol pour l'éradiquer. Et ces opérations au sol, pour l'instant, les Occidentaux ne sont pas sur une ligne de les mener et voudraient plutôt les faire mener par des forces locales irakiennes en ce qui concerne. Mais on va se trouver aussi confronté à un grave problème, c'est que si l'État islamique perd pied en Irak, ses membres qui ne sont pas fous vont aller se réfugier en Syrie. Et là, on va avoir un vrai problème de relations et de droit international, puisque, qu'on le veuille ou non, la Syrie est toujours membre de l'ONU. Elle est soutenue par un certain nombre de membres permanents du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine. Elle est soutenue par l'Iran. Et qu'intervenir sur le territoire syrien, même par des frappes aériennes,
va poser un grave problème de droit international et un grave problème d'opposition entre grandes puissances. Alors, vous m'avez parlé d'un autre aspect qui est que la ruine de cet État islamique pourrait venir en fait de l'absence de financement. Oui, oui, parce que les finances de l'État islamique, et c'est bien pourquoi l'État islamique est sorti du bois, l'État islamique a été financé jusqu'à l'été 2013 concurremment par le Qatar et l'Arabie saoudite. À partir de ce moment-là, et le Qatar et l'Arabie saoudite, pour des raisons différentes, ont coupé les vivres. Ce qui fait que l'État islamique, non seulement ont coupé les vivres, mais en ce qui concerne l'Arabie, ont criminalisé le djihad parce qu'ils s'étaient fait peur avec les frères musulmans d'Égypte. Donc l'État islamique s'est trouvé coincé dans le nord de l'Irak, pour ses militants l'impossibilité de retourner en Arabie saoudite ou dans la péninsule arabique, et privé de ses ressources, qui a obligé l'État islamique à sortir du bois, si je puis dire. Et on a bien vu que sa première initiative, ça a été de piller la succursale de la Banque centrale d'Irak à Mossoul pour y rafler 500 millions de dollars, et étant avec ça, s'acheter ou se louer des chefs de tribus sunnites du nord de l'Irak qui l'ont aidé dans son expansion. Mais les finances de l'État islamique maintenant sont... Il y a eu ce pillage, mais c'est un fusil à un coup, on ne pille pas la banque deux fois. C'est l'impôt révolutionnaire qui est imposé aux citoyens qui sont dans la zone de contrôle. C'est le pillage systématique de toutes les richesses qui sont dans la zone de contrôle. Et c'est, pour une autre partie, le contrôle d'un certain nombre de puits de pétrole. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que donc, le pillage de la Banque centrale, ça y est, l'argent est dilapidé. Le pillage et le racket des populations, ça reste terminé, faute de ressources. Quand on aura tout pillé et que les assujettis à l'impôt seront partis ou ruinés, il n'y aura plus rien. Et quant au pétrole que l'État islamique revend à pas cher à des intermédiaires turcs ou irakiens, d'abord les puits sont vulnérables parce qu'on ne peut pas les déplacer. Et deuxièmement, l'écoulement du pétrole que contrôle l'État islamique est dépendant d'un certain nombre d'intermédiaires turcs et irakiens sur lesquels il peut être fait des pressions et qui peuvent tourner leur veste du jour au lendemain. Donc l'avenir financier de l'État islamique ne me paraît pas assuré du tout. On a fait quand même beaucoup d'erreurs parce qu'il y a eu, enfin vous l'avez vous-même décrit avec la débassification, pour détruire Al-Qaïda, finalement on lui a donné plus de force qu'avant. Oui, on a fait, je pense, beaucoup d'erreurs, mais parce qu'on n'a jamais voulu poser le problème à sa source, c'est-à-dire qu'on s'est toujours attaqué aux effets. Les Chebabs en Somalie, AQMI au Sahel, l'État islamique en Irak, les talibans en Afghanistan, Al-Qaïda en Afghanistan, qui sont des effets du salafisme politique, du wahhabisme. Et on ne s'est jamais attaqué aux causes. Les causes, c'est le financement par un certain nombre de pétromonarchies, c'est le financement des groupes violents par un certain nombre de pétromonarchies, groupes violents qui, pour les pétromonarchies, ont vocation à empêcher toute surenchère dans le domaine de l'islam, mais aussi tout développement démocratique dans le monde arabe, parce que les surenchères en islam et les dérives démocratiques sont considérées comme également haïssables et dangereuses par les pétromonarchies du Golfe. Monsieur Chouet, merci infiniment d'être venu nous parler avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli.